Bonjour à tous. Alors, la première lecture, nous sommes sur L'art d'être libre dans un monde absurde de Tom Hodgkinson. Avant-propos. La question de la liberté interroge et trouble les philosophes depuis Socrate. Que signifie vraiment être libre? Pouvez-vous être libre même en prison, comme le pensaient les stoïciens et saint Paul? La liberté est-elle un état d'esprit? Pouvez-vous être libre si vous travaillez à temps plein pour l'État ou pour une multinationale? Socrate a, paradoxalement, trouvé la liberté en se soumettant au jugement de la cité et en buvant la ciguë. Que s'est-il passé? Dans cet ouvrage, j'essaie de répondre à quelques-unes de ces questions tout en proposant des remèdes pratiques contre l'asservissement. Certaines de mes solutions, comme jouer du ukulélé, sont excentriques. D'autres sont très pratiques, voire prosaïques, comme la suppression des prélèvements automatiques. Le fait est que nous sommes trop nombreux à passer notre vie à dériver dans un état d'impuissance et de semi-esclavage. Nous ne savons pas prendre nos responsabilités. La liberté se trouve sûrement dans un savant mélange entre des mesures très concrètes et une méditation profonde. En d'autres termes, nos actions et nos pensées doivent changer. Nous pouvons maîtriser quelque peu nos pensées, comme le recommandaient les stoïciens, et nos actions, comme le suggéraient les épicuriens. Depuis que j'ai écrit ce livre, nos libertés quotidiennes ont été de plus en plus restreintes par une nouvelle forme de capitalisme inventée par des investisseurs en capital risque ligués avec des experts du numérique. On les nomme réseaux sociaux. Leur objectif est de nous transformer en esclaves heureux de notre sort et de nous donner l'illusion d'avoir accès à un espace de libre expression. Ils n'ont pas tort. Ils nous détournent d'un véritable accomplissement de notre liberté personnelle. C'est l'opium du peuple, le nouvel opium du peuple. Dans 1984 de George Orwell, les habitants se livrent à un rituel hebdomadaire appelé les 2 minutes de la haine. Ils vont au cinéma pour vociférer des insultes contre les ennemis de l'État. C'est un peu comme Twitter aujourd'hui, une façon de canaliser notre haine et notre énergie et de les désamorcer en les dirigeant vers les mauvaises cibles. L'horrible, dans ces 2 minutes de la haine, était non qu'on fût obligé d'y jouer un rôle, mais que l'on ne pouvait au contraire éviter de s'y joindre. Au bout de 30 secondes, toute feinte, toute dérobade devenait inutile. Une hideuse extase, faite de frayeur et de rancune, un désir de tuer, de torturer, d'écraser des visages sous un marteau, semblait se répandre dans l'assistance comme un courant électrique et transformer chacun, comme contre sa volonté, en un fou vociférant et grimaçant. Mais la rage que ressentait chacun était une émotion abstraite, indirecte, que l'on pouvait tourner d'un objet vers un autre comme la flamme d'un photophore. Nous suivons aveuglément les autres, même s'ils font des choses immorales. Sur l'autoroute, nous voyons bien les panneaux de limitation de vitesse, mais nous les ignorons pour rouler à la même vitesse que tout le monde. C'est comme Facebook. Son succès, comme celui des autres vendeurs de publicité, s'appuie sur les théories du philosophe René Girard. C'est lui qui a inventé l'expression désir mimétique pour décrire ce mécanisme nous faisant désirer ce que les autres possèdent. C'est lui qui a été choisi comme inspirateur par le milliardaire Peter Thiel, premier investisseur de Facebook. Ses fondateurs ont délibérément tenté d'intégrer ce réseau social dans notre vie quotidienne de telle sorte qu'il soit impossible de s'en passer. Eh bien, je ne suis investi dans aucun de ces réseaux. Je ne suis ni Facebook, ni sur Twitter, ni sur Instagram. Je n'ai même pas de smartphone. À quiconque désireux de trouver la liberté, je dirais qu'abandonner ces absurdes supports publicitaires serait un bon début. Donc vous comprenez bien que sur les vidéos que je vous propose, il n'y aura jamais de publicité. Même si être libre signifie parfois être seul. Sans smartphone, je ne peux pas voir les photos prises par mes enfants. Je ne vois pas ce que voient mes amis ou ce qu'ils sont en train de faire. Je perds le contact avec certaines personnes. Mais je refuse malgré tout de m'investir dans ces réseaux. Au moins au niveau personnel. Parce que je les désapprouve profondément.
Les réseaux sociaux font passer les vices pour des vertus. Ils encouragent les 7 péchés capitaux parce que ces péchés sont bons pour le profit. Réfléchissez un moment. Colère, orgueil, gourmandise, envie, paresse, luxure et avarice. Ne sont-ils pas tous récompensés par des likes, des partages et des retweets? Ne sont-ils pas un bon moment, un bon environnement? Je reprends. Ne sont-ils pas un bon environnement pour faire de la publicité? Les gens angoissés, on le sait, font de bons clients. Mais le bonheur, selon le christianisme, vient de l'humilité et de la frugalité, et non de l'orgueil et des richesses matérielles. En écrivant cet ouvrage, j'espère avoir mis des mots sur ce que beaucoup de gens pensent. J'espère avoir donné une voix aux nombreuses personnes soupçonnant plus ou moins que quelque chose est pourri au royaume du capitalisme. Je n'adhère pas au socialisme pour autant, loin de là. Le socialisme est asservi à un idéal tout comme le capitalisme est asservi au marché. Nous devons nous libérer de ces idéologies étroites et coercitives. L'une de mes idées, qui surprendra peut-être, est l'attachement à la petite entreprise. Même si diriger sa petite entreprise ou travailler en freelance peut être très éprouvant, c'est la voie de la liberté. Je pense comme lui. Le commerçant petit bourgeois, si méprisé par les lignes, se rapproche de l'homme responsable, car il n'a pas de patron ou de superviseur. Les firmes géantes comme Amazon ont tenté de détruire le petit commerce en le sapant avec des prix cassés et une livraison plus rapide. Si l'on définit le capitalisme comme le petit commerçant, Amazon est tout à fait anticapitaliste. Comme j'essaie de le montrer dans ce livre, les choses ont commencé à mal tourner autour des années 1500, 1500, avec la Réforme. Ce mouvement, né d'une protestation contre la corruption du clergé, s'est terminé par le triomphe de l'économie marchande dans tous les domaines. Les médiévaux, malgré tous leurs défauts, encourageaient au moins une forme collective de capitalisme par les guildes. Aujourd'hui, le culte des prix bas a fait disparaître les indépendants. Les médiévaux s'opposaient à l'usure et stimulaient le commerce en gardant des savoir-faire éprouvés et de haut niveau. Et leur architecture était meilleure que la nôtre. Un peu plus tard, la préface. J'espère que ça vous a plu. Pensez à acheter ce livre. Je ne pense pas vous le lire entièrement. Hein. Je suis pour le partage, mais je suis aussi pour que les artistes vivent de leur art. Alors, je vous lirai la préface, bien entendu. Elle est de Pierre Rabhi. Et puis, je choisirai dans les divers thèmes. Alors, que puis-je vous dire hein, sur cette table? On va dire peut-être bannissez l'anxiété, soyez insouciants, ce chapitre me plaît bien. Quittez la ville, chapitre 5. Débarrassez-vous de votre montre, chapitre 7. Pourquoi pas? Désarmez la douleur. Cessez de vous tracasser pour votre retraite. Fuyez la grossièreté, choisissez la politesse. Bref, on a le choix. On a le choix. 29 paragraphes. Plein d'intelligence. À bientôt.